Salam alaikum, Azul, bonsoir. Au tout début du sursaut populaire du 22 février, le régime avait commencé par faire corps. Tous ses membres se sont solidarisés autour de leur direction, autour du duo Gaïd-Saïd. Mais devant la formidable détermination de la rue, il ne fallut pas de longtemps pour qu'une partie du régime, celle de l'état-major, décide d'une tactique que personne n'attendait. Jeter une partie de ses propres compères en pâture à la foule, comme ils disent. Et c'est ainsi que des personnalités centrales du pouvoir visibles, choisies avec soin parmi les plus exécrées et les plus outrancières, genre Yahya, Sellal, Ould Abbas, Roul et bien d'autres, furent jetés en prison comme de vulgaires criminels. D'autres barons ont subi le même sort, mais parce qu'ils avaient tenté, de leur côté, de décapiter l'état-major et de remplacer Gaïd Salah et son entourage immédiat. Nous connaissons la suite. Il n'y avait plus de façade. Le vrai pouvoir, le pouvoir militaire, était nu entre les mains de l'état-major et seulement de l'état-major, ce qui n'était pas très recommandable pour les alliés étrangers qui soutiennent le régime. Le nouveau pouvoir, qui n'avait fait que changer de peau, avait néanmoins besoin non seulement de se refaire une virginité ou se donner une autre façade institutionnelle, mais surtout de se remettre en selle. Il tenta d'abord d'amadouer le mouvement populaire, dans le même temps qu'il faisait tout pour le contraindre. Il disait l'accompagner et le protéger dans le même temps qu'il pratiquait un véritable blocus autour de la capitale, dans le même temps qu'il envoyait des baltagies à casser du manifestant, dans le même temps qu'il tentait de couper les régions les plus frondeuses, l'Algérois, le centre-nord du pays et la Kabylie, du reste du pays. Mais les manifestants restaient imperturbables. Ils continuaient d'exiger le départ inconditionnel de tout le régime et un état de droit sans la mainmise de la junte. Le régime changea alors de ton. Il se présentait dès lors sous les oripeaux du sauveur de la nation contre l'intervention de l'OTAN. Et il s'inventa deux boucs émissaires qu'il désignait sous des vocables désormais consacrés et repris en chœur par tous les habituels relais du régime et par tous les baltagias des réseaux sociaux. Al-Isaba et Al-Sherdima. Al-Isaba, l'association de malfaiteurs, dans lesquels il mettait tous ses anciens compères qu'il avait transformés en victimes expiatoires, et Al-Sherdima, les hordes, qui étaient, selon lui, les manifestants du Hirak, qui furent réduits par les discours en mercenaires à la solde des puissances étrangères qui cherchaient à tout faire pour faire intervenir l'OTAN et détruire l'Algérie. La répression entra massivement en action. Dans le même temps qu'était lancée une opération élection présidentielle unanimement rejetée par les Algériens et qui se solda par la plus grosse fraude électorale de l'histoire de ce pays où ce genre de pratique était et pourtant la norme. C'est dire. Le chef d'état-major qui avait soigneusement choisi le nouveau président et qui avait réussi à le faire entrer à Almoradiyya, malgré la farouche opposition de tout un peuple, avait subitement décédé. Aucune autopsie ne fut pratiquée. Et tout aussitôt, la guerre des clans au sein de la junte, au sein de l'état-major, jusque-là larvée, éclata en plein jour pour se transformer en grosse purge. Des centaines d'officiers supérieurs et généraux furent envoyés à la retraite. D'autres démis de leurs fonctions et d'autres incarcérés, souvent avec des chefs d'inculpation
infamement. D'autres ont fui à l'étranger. Dans le même temps, la répression battait son plein par le biais d'une justice aux ordres qui exécutait sans état d'âme toutes les injonctions de la junte. Dans le même temps, et comme à l'accoutumée, le nouveau président de la République continuait de qualifier le mouvement citoyen de Hirak el-Moubarak. Dans le même temps où des milliers de hirakistes étaient convoqués et auditionnés pour avoir participé au Hirak el-Moubarak, le mouvement béni, selon le président de la République qui a été imposé par la fraude. C'était et c'est toujours, une véritable purée de poids. Un peu comme s'il n'y avait plus de centre dans ce pouvoir, où des décideurs tirent à U et à Dia. Plus qu'une absence de coordination et de concertation, c'est l'improvisation la plus totale. La médiocrité élevée en système de gouvernance, au point où le site de la présidence de la République a été confié à des Baltagia qui y publient des canulars qu'il faut en retirer le lendemain, au point où un ministre de la Santé donne une conférence de presse à l'intérieur de la chambre à coucher d'une doctoresse enceinte qui a décédé, Rabbi Rahma, du corona, alors qu'elle avait demandé en vain un congé. Des actions tout à fait loufoques, si elles n'étaient tragiques, qui sont réellement et totalement innombrables. Et innombrables au point où il devient impossible de toutes les rappeler. Mais en voici un échantillon. Écoutez ce titre du journal L'Expression. Je cite. 11 tonnes de denrées alimentaires acheminées vers la France. L'Algérie n'oublie pas ses émigrés. Oui, vous avez très bien entendu. 2 ministères ont décidé de voler au secours des Algériens en situation de précarité en France, en ce mois de Ramadan. Et qui sont ces gens en précarité en France? Les étudiants et les sans-papiers, c'est-à-dire les harragas. Ils ont décidé de leur envoyer des denrées alimentaires en ce mois de Ramadan. C'est dire, l'Algérie a toujours connu des déclinaisons et d'autres d'un même système depuis 1962, toutes plus atroces les unes que les autres. Mais jamais les Algériens n'ont connu un régime aussi hallucinant, aussi médiocre, aussi vain, aussi brouillon, aussi divisé que depuis le commencement du Hirak. C'est réellement la jungle en folie. On ne sait plus qui est qui. Qui décide de quoi? Et comment va finir ce sinistre carnaval fi Dashra? Le plus alarmant est que ces signes évidents de détresse sont une annonce qui ne trompe pas, d'une débâcle qui pourrait précipiter tout le pays dans l'inconnu. Rien n'est plus dangereux qu'un fauve blessé. Et en l'occurrence, le régime n'est pas seulement un fauve blessé, mais aussi un fauve acculé, plus par sa propre obstination que par les circonstances qu'il a lui-même poussées à leur exaspération. Algérie, les signes de débâcle d'un régime en perdition. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous allons le recevoir Moussab Hammoudi, qui va nous faire une petite expertise sur certains points. Moussab Hammoudi, qui est chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Iskandar Debesh, militant des droits de l'homme. Yahya Bonouar, journaliste. Mourad Dehina, coordinateur du mouvement Rachad. Abdelwahab Farsaoui, président de Raj, qui vient d'être libéré hier seulement. Alors, Moussab Hammoudi, merci d'être avec nous. Bonjour, Jamal Benchnouf, merci de nous recevoir. Bonjour aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, je précise seulement que Farsaoui a été
est passé en justice hier tard dans la nuit et qui n'a été libéré qu'aujourd'hui, contrairement à ce que je viens de dire. Moussab Hamoudi, vous aurez remarqué dans mon introduction que j'avais dit le maître mot était dans le même temps, dans le même temps, dans le même temps. C'était fait exprès, ça veut dire pour dire que dans le même temps, aujourd'hui, ce régime se distingue par, j'allais dire, sa propension à faire une chose et son contraire. Il nous dit, par exemple, nous allons confier la communication à des gens du métier qui savent communiquer, et il donne le site de la présidence, hein, ça veut dire le plus, normalement, le média pour communiquer le plus haut du pouvoir. Il le confie à des vrais bricoleurs. Vous allez nous en parler. Il dit le Hirak el-Moubarak au moment où il met les hirakistes, les activistes en prison, etc., etc., etc. Alors, si vous commenciez par nous parler de cette histoire de site de la présidence où on publie des canulars absolument hilarants, absolument hallucinants, qu'on retire dès le lendemain. Oui, c'est complètement impressionnant. On ne comprend pas comment ça peut avoir lieu et on se croit dans un dessin animé ou dans quelque chose de rocambolesque, parce qu'il s'agissait d'une publication qui est apparue sur la page du réseau social Facebook de la présidence concernant un militant très engagé sur les réseaux sociaux. Mais on ne comprend pas comment ça peut apparaître sur une page aussi sérieuse que celle de la présidence. On va supposer sérieuse. Oui. Un site supposé sérieux. Ouais. Par les confrères, par les autres instances à l'international, elle est consultée. Et donc, c'est bien sûr l'œuvre qui témoigne d'une médiocrité, la médiocrité qu'on connaît des fameux Dobab électroniques et les mouches digitales. Et elle était orchestrée par un certain Belqaïm Abdellatif, rappelons-le, qui était désigné à son poste par décret présidentiel en décembre 2019. Donc c'est très gravissime. Et donc ici, ce qu'il y a à relever, c'est qu'avant, ce type de pratique se faisait entre des pages ou bien de Baltaji sur les sites des Baltaji, ou bien des Doubeb sur les pages des Doubeb. Mais maintenant, ce qui est grave et très grave, c'est qu'on a des Doubeb et des Baltaji qui font fonctionner la page officielle de la présidence. Et en l'occurrence, Moussab Hamoudi, en l'occurrence, ils ont mis la photo de Mohamed Larbi Zetot, c'est un montage photo, ils l'ont mis en militaire, avec béret militaire, et ils ont mis soi-disant Che Guevara, ils ont dit Che Farfara, dans le site de la présidence de la République. Exactement, c'est cette pratique qui est complètement impressionnante. Il faut savoir que ce monsieur qui gère ça ne s'occupe pas que de la page Facebook, parce qu'il a d'autres tâches, et notamment les sites Internet. Au-delà de ce qui était dessiné ou monté, c'est qu'aussi il détient des mots de passe, des permissions d'accéder, de publier. Et c'est ce qui rend la communication très fragile entre les mains de ces gens-là. C'est-à-dire, vous reprenez ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux, que le mot de passe du site de la présidence circule parmi des Baltajias. Ça veut dire que des Baltajias peuvent entrer dans le site de la présidence et publier des choses, des canulars entre autres. Et voire même, c'est eux les admins, c'est eux qui les gèrent. Et c'est ce qui est inquiétant pour la parole officielle, c'est que nous sommes dans une configuration de gestion de voyous. Ce sont les mêmes qui insultent, qui accentuent la haine, qui font le régionalisme, qui sont responsables de toutes les catastrophes morales et en pratique effective dans la société. C'est eux-mêmes qui gèrent l'organe de communication de la présidence. C'est très grave et c'est inquiétant parce qu'on peut parler de déliquescence de l'État, mais arriver à ce stade-là, franchement, c'est-à-dire on atteint un nouveau degré de communication parce qu'on rappelle que la communication est complètement fallacieuse depuis Bouteflika qui ne parlait plus. Avec Gaïd Saleh, la communication a changé, elle est devenue vulgaire et grossière, mais là c'est clairement de la bave, d'où la bavure. Alors, l'autre outrance aussi qui a été relevée par beaucoup de réseaux sociaux, c'est cette histoire
d'assistance alimentaire aux Algériens en difficulté en France. C'est complètement... Je vous vois sourire. Alors, essayez de nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Bon, déjà, dans le journal, la photo a attiré mon attention parce qu'elle ne ressemble pas à Air Algérie, elle ne ressemble pas aux aides d'urgence de la République algérienne. Donc, je ne sais pas si c'est une photo empruntée ailleurs. Maintenant, on sait que cet État, le régime plutôt, parce qu'il faut toujours différencier entre État et régime. L'État est pérenne et durable, le régime est passager. Donc, ici, ce régime n'a jamais protégé ses citoyens, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire les haragas. Pourquoi ils sont partis? Justement parce que personne ne les a soutenus, personne ne les a assistés, personne ne leur a trouvé les moyens de vivre dignement. Et pareil pour les étudiants, il n'y a aucun étudiant qui cherche une aide de l'État algérien. Donc ici, c'est juste une médiocre, encore une fois, opération de com qui vient juste après la fameuse affaire du Washington Times, qui était grossière et grotesque. Ça n'a pas marché. Donc, pour essayer de pallier, on a essayé de faire ce petit montage. Mais bien sûr, on sait que les haragas, s'ils ont quitté le pays, ou les étudiants, s'ils sont partis ailleurs, c'est bien à cause de ce régime. Mais c'est quand même vraiment fort de café. Dans un seul vol de denrées alimentaires, ils espèrent aider les dizaines de milliers de haragas qui se trouvent en France, qui sont en difficulté. Et ils veulent aider les étudiants qui pourtant ne meurent pas de faim, les étudiants en France. Mais bien sûr, les étudiants en France ou ailleurs travaillent et essayent de gagner leur vie tant bien que mal, dignement. Donc le problème est qu'eux, ils cherchaient à faire une photo sur la couverture du journal. C'est un mensonge grossier, c'est un mensonge criant et quantitativement qui est déraisonnable parce qu'un seul avion ne peut pas contenir tout le vivre nécessaire aux émigrés, a fortiori en France. Qui sont de et pendant tout le mois du Ramadan, pendant tout le mois de Ramadan. Et oui, bien sûr. Donc, c'est mentir tout en ne sachant pas mentir, c'est-à-dire faire des grossièretés et des énormités. Eh oui. Alors, autre chose, cette histoire de confinement, le Haut Conseil de sécurité qui refuse le confinement total de la population, dans le même temps que le ministre de la Santé demande le confinement total de la population, ça veut dire quoi, ça? Oui, très bonne question, parce qu'il faut rappeler déjà la hiérarchie des faits, c'est que les médecins ont appelé un confinement total pour l'Aïd et pour le reste du Ramadan, puis ça a été appuyé par le ministre de la Santé du régime lui-même, et donc ce ministre n'a pas agi de son chef, c'est qu'il a consulté in minima le Premier ministre ou le président ou les deux, c'est-à-dire il avait l'aval de formuler cette proposition. Mais soudainement, le Haut Conseil de sécurité, il vient s'initier et rejette la demande, donc il la refuse tout court. C'est-à-dire, il avance des raisons qu'on ne comprend pas, mais qui sont de l'ordre du politique et du économique, mais on sait que ce n'est pas les vraies questions, c'est que la vraie question est sécuritaire, c'est qu'il y a des généraux sécuritaires qui ont boycotté, qui ont torpillé cette volonté. Pourquoi ? Parce que si on confine, on doit gérer le confinement. Et donc, rendre disponibles les vivres et activer des circuits économiques pour pouvoir alimenter et laisser le citoyen se ravitailler convenablement. Or, le Conseil de sécurité n'a pas ce pouvoir, donc il interdit tout court. C'est-à-dire, au lieu de gérer, au lieu de faire un programme pour gérer, non, il annule, il refuse et il laisse les citoyens pour compte, ce qui est très grave. Mais ce qui a relevé aussi, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi c'est le Haut Conseil de sécurité, composé majoritairement de militaires, s'immisce dans cette histoire, qu'il soit politique ou économique. Il n'est pas dans son rôle, et puis on ne comprend pas pourquoi il organise une réunion chaque mois, alors qu'à l'époque, Bouteflika a été inexistant. On ne comprend pas pourquoi c'est à lui de gérer des crises de ce type qui ne relèvent pas de ses prérogatives. Et alors, une dernière question au sujet de Dr Afaf Boudissa, Rabbi Yarhamha, ce médecin qui était enceinte au 8e mois, qui avait demandé
un congé pour s'occuper de sa grossesse et de sa santé qui était défaillante, congé qui lui a été refusé et donc cela a entraîné son décès du corona, Rabbi yarhamha. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? D'abord, il y a une petite polémique parce que certains organes médiatiques ou des pages Facebook ont dit qu'elle était plutôt dans la pédiatrie, donc le décès est en quelque sorte naturel parce qu'elle était imprudente. Non, c'est faux. Elle était bien âgée de 28 ans, elle était bien enceinte au 8e mois, elle était bien aux urgences de l'hôpital de Borj Bouarerij à Ras El Oued. Et encore plus, ce qui n'a pas été assez relevé, c'est que ses collègues eux-mêmes ont signé une requête pour demander à la direction de lui faire une exception et de la mettre en congé. Tout cela a été refusé. Et donc, ici, les responsables de son décès sont bien, donc par ordre hiérarchique, qui commence par le chef de l'hôpital et qui remonte jusqu'au ministre de la Santé lui-même. Et puis, il faut le souligner aussi ici, le rôle du corps médical, si vous me permettez, c'est que le corps médical a bien sûr fait entendre sa voix, mais dans l'ensemble, le corps médical, malheureusement, il est dans les premières lignes face au Covid, c'est indéniable, mais il ne fait pas face dignement avec le peuple algérien pour améliorer sa situation lui-même, parce que le secteur médical et le corps médical lui-même est complètement absent des vraies questions qui le concernent pourtant. Et d'ailleurs, à cela s'ajoute la communication terrible, parce qu'on ne peut pas laisser passer inaperçu cette conférence de presse. Justement, Moussa Mahmoudi, j'allais vous poser la question. Pour justifier l'usage de « en même temps » qu'on a utilisé à outrance, en même temps que l'incompétence, l'improvisation qui a entraîné la mort de ce médecin, Rabbi yarhamha, voilà que le ministre de la Santé, pour réparer, soi-disant, pour essayer de rattraper les dégâts, il donne une conférence de presse et vous allez nous dire où, dans le même temps qu'on va voir l'image de ce ministre qui donne une conférence de presse. Où est-ce qu'il donne cette conférence de presse? Oui, cette conférence de presse, comme tout le monde a pu le voir, est dans la chambre à coucher de la défunte médecin. Dans la chambre à coucher. Il donne une conférence de presse dans la chambre à coucher de cette doctoresse. Effectivement, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sur le point analytique, on ne s'arrête pas à la chambre à coucher. La chambre à coucher, c'est le lieu de l'intimité. Et donc, le lieu de l'intimité, il y a un officiel, entre guillemets, qui vient s'immiscer dans l'intimité. Et c'est ça la mentalité du régime. C'est que le régime a le don, à cette pratique de s'immiscer dans la vie, non pas de cette docteur, mais de tous les citoyens. La défunte n'est qu'un échantillon, mais c'est la mentalité des régimes militaires des Mukhabarat de s'immiscer dans l'intimité de tous les citoyens, de les surveiller et de les pousser à la mort. Parce que ce qui est la situation tout entière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au lieu de laisser les gens qui sont dans des cas extrêmes se reposer, prendre des congés, les mettre à l'abri, non, ils les mettent en première ligne sans les préserver et les poussent à mourir. Travailler, quitte à mourir, personne ne vous protège et si on parle de manière un peu populaire, tant pis pour vous. Donc ça nous renseigne sur cette mentalité et d'où ma blâme adressée au secteur médical, c'est qu'il doit converger ses revendications avec la lutte populaire actuelle qui est dans le Hirak pour améliorer sa situation. Sinon, il est laissé pour compte. Et c'est un régime, de toute façon, qui n'a aucun scrupule. On l'a vu déjà même dans la télé, avec des émissions très racistes, très régionalistes à l'envers des habitants du Sud. On a pu voir sur le NTV des acteurs peints en noir pour montrer les habitants du Sud. Oui. Et ça va jusqu'à cette histoire de la défunte médecin. Et de toute façon, les faits de la défunte médecin sont clairs et elles étaient reprises même par le journal français Le Figaro. Donc elles sont réelles. C'est un régime qui essaie de tuer sa population. Donc il faut lutter. Il faut que tous les secteurs soient ensemble pour le faire chuter. Merci Moussa Mahmoudi, au plaisir de vous retrouver. À l'occasion, nous présentons toutes nos condoléances à la famille
du docteur Boudissa Afaf et à tous les médecins et à tout le personnel soignant qui a perdu la vie en se portant au secours, en se dévouant pour les victimes du corona. Rabbi yarhamhum. Iskandar Debbash est avec nous. Iskandar, merci d'avoir accepté notre invitation. Iskandar Debbash, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir Jamal, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent OAS TV. Oui, voilà, je vous remercie de m'avoir appelé. Merci. Alors, Iskandar, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Et dans le même moment, aujourd'hui c'est la maîtresse phrase, dans le même moment où les cadres les plus compétents au sein de l'administration, les grands serviteurs de l'État, les vrais serviteurs de l'État, les vrais grands commis de l'État, dans le même temps qu'ils n'osent plus prendre la moindre décision, on assiste à des prises de décision venant de gens totalement incompétents qui vont dans tous les sens. C'est complètement hallucinant. Jamais Carnaval Vedeshara n'a autant justifié ce titre. Ben, vous savez, Jamal, toutes ces opérations, qu'il s'agisse de l'aide soi-disant alimentaire vers les sans-papiers, et soi-disant les étudiants, etc., plus toutes les autres opérations, là, elles ont toutes pratiquement un dénominateur commun, à savoir que qu'il s'agit en fait d'une tentative, c'est-à-dire une tentative pathétique d'un régime en fin de vie de s'amender auprès de sa population et de s'attirer les bonnes grâces de la population, auprès d'une population qui le vomit en fait. Oui, mais Iskandar Debbash, pourquoi des opérations de com aussi cocasses? Est-ce qu'il est imaginable que le dernier j'allais dire des imbéciles, pardon, puisse croire que ce régime qui a tout fait pour que les Harraga existent, pour la plupart de la jeunesse ne demande qu'à quitter ce pays, vienne au secours de ces mêmes Harraga devenus des sans-papiers en envoyant un avion de denrées alimentaires? Qui pourrait croire une telle énormité? Ben oui, là nous sommes dans un étalage pratiquement obscène d'incompétence et d'improvisation en fait. Parce que s'il réfléchissait un peu, il ferait pas ça. S'il réfléchissait, il employait des gens un tant soit peu intelligents, c'est-à-dire qui réfléchissent sur cette situation, sur les opérations qu'ils veulent mener, même si j'ai une opération de com, il ferait ça d'une manière beaucoup plus subtile, pas aussi obscène. Parce que le drame que vivent les Harraga, parce que vous savez, j'ai discuté avec des pompiers de la Côte d'Azur et je peux vous dire que la situation est dramatique. En hiver, ils ramassaient des cadavres, ils n'arrêtaient pas de ramasser des cadavres sur les plages de la Côte d'Azur. Des gens qui essayaient de traverser sur des petits esquifs et qui avaient affaire à des vagues scélérates et qui se retrouvaient avec un bateau retourné. C'était des enfants, il y a des cadavres d'enfants et tout ça, on n'en parle pas de tout ça. Parce que pourquoi? Parce que le pouvoir en France ici essaie de camoufler les choses pour ses amis d'Alger. Donc mais on arrivait au point, un régime qui a pourtant tous les moyens, qui dispose de beaucoup d'argent, qui dispose de beaucoup de grands professionnels, on arrivait au point de confier le site de la présidence, le site officiel de la présidence de la République à des Baltagia qui y diffusent des canulars, des grossiers canulars pour les retirer le lendemain. C'est difficile à comprendre pour qui ne connaît pas ce régime algérien et cette débâcle dans laquelle il se distingue aujourd'hui. Les moyens, ils les ont, mais ce qui compte, c'est les individus, c'est les personnes qui utilisent ces moyens. Maintenant, est-ce que nous voyons actuellement avec le régime de Tebboune,
c'est quoi? On est dans la continuité de ce qui existait du temps de Bouteflika, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Qu'a fait Bouteflika? Qu'a fait la gouvernance Bouteflika, c'est-à-dire en faveur de l'Algérie, à part vendre du pétrole et encaisser l'argent qui va avec, en contrepartie? Ils n'ont pratiquement rien fait. Est-ce qu'ils ont conçu un plan de développement? Rien du tout. Et le régime Bouteflika, c'est un peu la continuité de ce qu'il faisait dans les années 90. Vous savez, là on assiste à une sorte de vacuité à la fois intellectuelle et morale du régime qui est érigé en système. Début des années 90, je me souviens quand il y avait que ce soit pratiquement à tous les niveaux, dans toutes les institutions publiques ou bien dans les entreprises économiques appartenant à l'État, on voyait des formes. D'abord, ils ont chassé c'était la chasse qui était ouverte à tous les cadres compétents, les cadres intègres, surtout intègres. Quelqu'un d'intègre ne pouvait pas. Alors, et on assistait même pas à la formation de clans qui se protégeaient mutuellement. Et les cadres intègres étaient gentiment poussés à la sortie. Lorsqu'ils ne l'étaient pas, brutalement, ce Ouyahia, quand il les a mis en prison, carrément. Et maintenant, le système récolte un peu ce qu'il a semé, à savoir une médiocrité qu'il a installée, et là, il n'a affaire qu'à des gens médiocres. Pourquoi? Parce que les gens... Mais Iskandar Debbache, une médiocratie ne peut générer que de la médiocrité. Il est complètement inimaginable qu'une médiocratie puisse générer du mérite. C'est un non-sens, ce serait une anomie. Mais le problème, le régime algérien a toujours été médiocre de 1962 à aujourd'hui. Le problème, ou plutôt le plus curieux, le plus étrange, est que jamais on a atteint un tel niveau de médiocrité. C'est un peu comme disait Fellag, les autres, quand ils atteignent, ils le font, ils remontent. Nous, quand on atteint le fond, on creuse. C'est incroyable ce qui est en train d'arriver. C'est proprement inimaginable pour qui ne connaît pas la situation. Mais bien sûr, mais ça c'est le résultat de la médiocrité qui a commencé avec Ouyahia. Vous vous souvenez quand Ouyahia a lancé le projet de la planche à billets en espérant être plus riche parce qu'il faisait marcher en faisant marcher les rotatives, ce qui est complètement stupide. Pour un Premier ministre qui ne sait pas que la valeur monétaire, la valeur unitaire de la monnaie est inversement proportionnelle à la masse monétaire. Ça, tout le monde le sait en économie. On ne devient pas plus riche en faisant tourner la planche à billets. Et il disait à qui voulait l'entendre que c'était pour payer les fonctionnaires. Ou alors, soit il nous prend pour des anencéphales, carrément pour des anencéphales, ou alors il est lui-même stupide, ce monsieur. Mais est-ce pour vous, Iskandar Debbache, tous ces signes, est-ce qu'ils sont vraiment annonciateurs d'une débâcle, d'un naufrage, d'un régime qui ne fait que sombrer? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce que ce régime ne risque pas d'entraîner tout le pays dans sa chute? C'est pas tout le pays dans sa chute, parce que la société civile sera là pour réagir. Parce que un jour, il sera complètement à bout d'arguments, à bout de souffle. Là, le système, en fait, les généraux ont nommé Tebboune, pourquoi? Ils n'ont pas nommé pour gérer l'Algérie, ils l'ont nommé, c'est-à-dire pour mener la répression, tirer leur tranquillité, c'est tout. Est-ce qu'ils l'ont nommé, c'est-à-dire pour gérer vraiment pour le développement de l'Algérie? Ça, je ne le croirais jamais, parce que au rythme où vont les choses, ce n'est pas la démarche de quelqu'un qui agit en faveur de l'Algérie. C'est quelqu'un qui est là pour assurer le bien-être et la tranquillité d'un petit groupe, un carteron de généraux, comme disait De Gaulle, un petit groupe de généraux, de générales plutôt, et les assurer de l'impunité au vu de ce qu'ils ont fait pendant les années noires. C'est tout. Iskandar Debbache, merci beaucoup. D'un Tebboune au pouvoir en Algérie. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la volonté de quelqu'un qui veut du bien au pays. Mais bon, maintenant ils ont chassé tous les cadres compétents, ils sont pratiquement tous à l'étranger. Qu'est-ce qui reste autour d'eux? Il reste quelques picassiettes totalement incompétents. Ils sont là parce qu'ils les arrangent le pouvoir. Et plus ça va, et plus on sombre dans l'incompétence et dans l'improvisation et dans le pilotage à vue. Merci Iskandar Debbache, au plaisir de vous retrouver bientôt.
avec nous. Merci beaucoup. Et j'accueille Mourad Dehna du mouvement Rachad. Mourad Dehna, merci d'être avec nous. مرحبا السلام عليكم. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mourad, alors c'est réellement panique à bord. Hein. On croirait entendre les violons du Titanic à la fin, au moment où tout le monde s'apprête à quitter le navire. Ça va dans tous les sens. On dirait qu'il n'y a plus de commandant de bord, qu'il n'y a plus de noyau central. Après la période des règlements de compte quasiment en plein jour, voilà que nous assistons maintenant à des prises de décision totalement hallucinantes, au point où le site officiel de la présidence de la République est confié à des baltagia, à des doubeb, comme on les appelle en Algérie, c'est-à-dire ces trolls qui infestent les réseaux sociaux pour tomber à bras raccourcis sur les opposants, les qualifier de traîtres, d'agents de l'OTAN, etc. J'aimerais d'abord qu'on puisse commencer à parler, avant d'en arriver au côté philosophique, j'allais dire, de la question, de cette histoire de présidence où Mohamed El-Arbi Zitote a été pris à partie par des trolls, et un canular, un montage, un fake, qui a été retiré du site dès le lendemain. Écoutez, je pense que la caractéristique principale d'un régime comme malheureusement celui qu'on a en Algérie, c'est que, et c'est ce que nous disons depuis des décennies malheureusement maintenant, il y a une vitrine qui est apparente, civile, qui est en général choisie parce qu'elle a été tout simplement cooptée en acceptant des règles du jeu claires, c'est-à-dire elle doit gérer ce qu'elle peut gérer, hein, éviter l'effondrement total ou la débâcle totale du mieux qu'elle peut, et les décideurs en fait ne font pas trop cas de ces aspects-là, mais elle doit toujours rester redevable à celui qui l'a intronisée. Alors dans notre cas, les données sont claires. Tebboune a été intronisé par un pouvoir militaire. Ce pouvoir militaire, la chaîne, si vous voulez, de commandement, et là on est vraiment dans le terme militaire, fait que Tebboune est redevable à cette hiérarchie militaire. Il doit toujours rester dans une voie qui est acceptée par eux, ne pas toucher aux équilibres qu'ils ont mis en place. Et pour tout le reste, c'est-à-dire la gestion quotidienne qui concerne le citoyen, des problèmes sociaux, de santé, de nourriture, d'alimentaire, etc., tout cela, ils sont gérés au pif, c'est-à-dire comme Tebboune lui-même a été coopté, il va coopter d'autres personnes. On est loin des critères de méritocratie, on est loin des critères de choisir des gens pour, si vous voulez, leur CV, leurs compétences, leur indépendance, leur probité intellectuelle et politique, morale, éthique. Non, ce n'est pas ça le critère. On choisit des gens selon leur allégeance aveugle et aussi en faisant d'eux des endettés. Ces gens ont une dette envers ceux qui les ont nommés. Mais ça a toujours été le cas, Mourad Dehna. N'importe quoi. Mourad Dehna, cela a toujours été le cas. Les critères de sélection des gens qui sont cooptés a toujours été ce que vous êtes en train de nous dire. Des critères de se mettre au service du plus fort, de vendre sa conscience, d'être complice dans les grosses opérations de pillage, de fermer les yeux quand il faut le savoir, d'obéir aux injonctions. Ça a toujours été le cas. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que ce régime est en train de se déliter, qu'il n'est même plus capable de désigner des gens qui sont un tant soit peu compétents? Même s'ils sont malhonnêtes. C'est clair, ce que vous dites est vrai, c'est Jamel. Seulement avec Tebboune, je pense qu'on a franchi un palier. C'était tellement criard, c'était tellement aveuglant cette situation que nous vivons. Tebboune a été ramené par Gaïd Salah. Si vous voulez, avant, ce n'était pas nécessairement une personne, un général, et aussi la personnalité de l'heureux, entre guillemets, élu que choisissaient les militaires, influait aussi. Il ne faut pas oublier que Bouteflika est un rusé, il connaît bien la boîte, il sait manipuler, il gardait une certaine forme d'autonomie. Tebboune, c'est le plat. C'est le calme absolu, c'est vraiment le dindon qui va caresser nuit et jour les militaires dans le sens des poils
il ne prend aucune initiative, il ne prend aucun risque, il ne gère que le domaine qui lui est laissé à bon vouloir par les généraux. Et c'est aussi ne pas oublier que, si vous voulez, son parcours n'est pas le parcours de ceux qui l'ont précédé. Ça a toujours été un commis de l'administration. Ce n'est pas un commis de l'État. Hein. Nous n'avons pas d'État qui fonctionne normalement. Oui, de l'administration qui elle-même est donc totalement affiliée et inféodée aux militaires. Elle n'a donc aucune marge de manœuvre. Et elle ne sait pas créer de marge de manœuvre. Ces gens-là ne peuvent pas avoir de vision politique, ne peuvent pas avoir de projet pour le peuple algérien, parce que tout est fait dans l'antinomie, dans le sens contraire de ce que devrait être l'intérêt du peuple algérien. Oui, mais Mourad, oui. On a l'impression qu'il manque un maillon dans cette logique que vous nous dites. Du temps de Bouteflika aussi, on désignait les plus médiocres. C'était une médiocratie qui désignait, je vous rappelle, Sellal, Oueld Abbas, Ammar, Ghoul, et les autres, les Haddad. On choisissait parmi les plus médiocres, on s'entourait que de médiocres. C'est le propre d'ailleurs des médiocraties. Mais là, c'est la même chose, c'est la même logique. On ne choisit que des médiocres. Mais pourquoi y a-t-il autant de différences, si je peux me permettre de dire les choses, avec la période Bouteflika, du temps de Bouteflika, il n'y avait pas autant d'outrance à la logique, au bon sens. Là, on est en train quasiment de se dévoyer, d'aller dans l'inconnu le plus total. Alors, la couche qui s'est juxtaposée sur le cas Tebboune, c'est aussi l'armée elle-même. L'armée elle-même vit un problème. Elle a vécu tout au moins cette dernière année une période très trouble où elle doutait de tout. Écoutez, quand vous avez les généraux parmi les plus haut placés qui commencent à s'entre-déchirer entre eux avec des règlements de compte, ça laisse nécessairement des traces. Il y a aussi donc un déficit, donc un manque clair de gouvernance au sein de l'armée pour les affaires de l'armée en elle-même. Et ceci se répercute bien sûr avec la roue qui va entraîner la présidence. Elle aussi, elle a des ratés. Est-ce qu'on doit comprendre que le cœur nodal, du pouvoir, c'est-à-dire l'état-major, est lui-même en train de se déliter? Absolument. Et que c'est ça qui a entraîné tout le reste du dérèglement? Il n'a plus aucune vision politique. Ce n'est plus la fameuse sécurité militaire ou après le DRS qui avait la ruse, les coups bas, qui avait des buts. Maintenant, le but, on peut affirmer sans vraiment prendre de risques, le but maintenant de tout général-major ou je ne sais quoi dans l'armée, c'est de ne pas aller en prison et de se maintenir à son poste. C'est ça la vision qu'ils ont. Il n'y a rien au-delà, sur tous les plans. Au niveau de la rhétorique, vous voyez les éditos que l'on vient dans la revue El Jaish, mais c'est d'un niveau lamentable. Il n'y a plus rien. On entend seulement que eux, ce sont les Novembaria et que tout le reste, ce sont des vendus à l'étranger, que ce sont des traîtres, et c'est tout. Il n'y a aucun message politique, il n'y a aucune voie qui est tracée. Et bien sûr, ceci, par ricochet, va faire que Tebboune, qui lui-même est un président super faible, devenir un président qui va vivre la cacophonie, donc le manque de décision, le manque de vision au quotidien. Et ceci se reflète encore à travers ses ministres. Alors là, plus on descend, plus il y a de quoi rigoler, si ce n'était des choses aussi sérieuses. Déchiré, comme vous le disiez un instant, quasi publiquement, avant le Hirak. Même s'il y avait des règlements de compte, c'était en sous-main, en sourdine, personne n'en entendait parler, c'était le culte du secret, et on disait même un tel a été appelé à d'autres fonctions, un euphémisme qui voulait dire qu'il avait été écarté. Or maintenant, ils se jettent quasiment en prison, ils s'accusent les uns les autres, certains ont fui à l'étranger, d'autres ont été incarcérés sous des chefs d'inculpation particulièrement infamants. À votre avis, est-ce que c'est le Hirak
qui a provoqué cette fissure au sein du cœur nodal du régime? Non, je pense que le Hirak, bien au contraire, il a été très sage, il a été très clairvoyant, il a été dans ses messages, dans ses slogans, je pense en totale adéquation de ce que devrait être une société civile vivante qui veut du bien à son pays. Par contre, le régime ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de maturité politique, lui qui en fait n'en a pas. Et c'est ça le problème. C'est un petit peu le problème du complexé. Il se dit, mais comment ces gens-là osent parler de ces choses-là? Vous voyez, là, quand je reviens à Revue El Jeish, comment est-ce qu'elle a pris une chose qui devrait être coulée de source, que l'État doit être civil et non pas militaire? Ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas dans leurs éditoriaux, dans leurs écrits, et c'est justement là le problème. Autant le Hirak matérialise l'intelligence, la bonne gouvernance que devrait suivre l'Algérie, autant le pouvoir se recroqueville tel un hérisson sur lui-même en faisant sortir ses dards pour menacer tout le monde. Tout le monde. Et il n'a aucune vue, il n'a aucun espoir pour cette Algérie. Il ne représente que la faiblesse, il ne représente que le danger pour la sécurité nationale. Vous voyez, même sur ce point-là, la sécurité nationale qui a plusieurs facettes, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit militaire, qu'elle soit sanitaire, ne veut plus rien dire avec ce pouvoir-là qui ne conçoit la sécurité nationale que comme la sécurité de son pouvoir, exclusivement. Et c'est pour ça qu'il arrête les gens à tout bout de champ, parce qu'ils ont fait un écrit dans Facebook où ils critiquent un ministre, un Tebboune ou je ne sais quoi. C'est un pouvoir qui est aux abois, qui ne peut rien offrir à ce peuple algérien, donc moi je suis sûr que après cette crise du corona, donc ce problème Covid-19, le Hirak reviendra encore plus fort parce que lui, il est porteur d'espoir. Il est porteur d'un projet, il est porteur d'un projet patriote, national, qui veut du bien à l'Algérie. Par contre, ce pouvoir, avec toutes ses composantes, fussent-elles militaires ou façades civiles, nous prouve jour après jour qu'on n'a rien à attendre de lui. Rien. Alors, pour en revenir à la première question que je vous avais posée, donc le site officiel de la présidence de la République. Et ce n'est pas un canular, c'est vrai. La présidence n'a pas démenti. Ils ont fait publier un canular au sujet de Mohamed El-Arbi Zetot, canular qui a tout aussitôt été retiré, enfin quelques heures plus tard. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Écoutez, il a bel et bien été publié sur la page oui. de la présidence. Il a été copié, il circule en ce moment même. Documenté. Alors, déjà, c'est une plaisanterie de très mauvais goût, d'un niveau, si vous voulez, artistique ou journalistique, mais alors, c'est les bas-fonds, hein, donc c'est qui m'a voulu les gens les plus de notre société. Est-ce que c'est ça que devrait faire un chargé de communication de la présidence de la République algérienne? Bien sûr que non. Il a le droit de critiquer des politiques ou de dénoncer ce qu'ils font, de prendre des positions, mais faites-le avec tact, avec élégance, avec un niveau qui sied à la fonction. Et ceci montre encore une fois que, il n'accepte aucune opposition, parce qu'au-delà de Mohamed El-Arbi Zetot, alors qu'ils soient d'accord avec lui ou pas, ça c'est leur droit, il n'y a pas de problème à ce sujet. Ils peuvent très bien dire que Zetot, il dit du n'importe quoi, il ne sait rien. C'est acceptable, c'est le jeu de la politique. Mais cette façon de faire montre deux choses. Que c'est un pouvoir qui n'est bâti sur aucune base. Hein. Il suffit que des politiques, des militants parlent, je dis bien parlent, pour qu'il y ait la panique à bord, et que la riposte de ce pouvoir est d'une médiocrité qui fait maintenant qui ne fait que conforter tous les militants politiques dans leur conviction que ce pouvoir ne mérite qu'une chose, c'est de partir. On ne peut pas accepter
qu'à la présidence algérienne, on ait ce genre de comportement. Et ce n'est pas le chargé de communication de Tebboune, ce n'est pas tel webmaster de telle page, je ne sais quoi. Non, c'est Tebboune en lui-même et ceux qui l'ont ramené, qui sont responsables directement de ce qui vient de se passer. Et il n'y a qu'une seule alternative, c'est qu'ils partent. Merci Mourad Dehna, au plaisir de vous revoir dans cette émission. Nous allons recevoir Yahya Bonouar, mais avant je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, que sur ce site de la présidence de la République, le seul site de la présidence de la République, le site officiel, comme dans tous les pays du monde, des trolls, des gens qui sont connus pour se défouler dans les réseaux sociaux de façon vraiment très discutable, pour le moins, qui s'attaquent à tous les opposants, qui les traitent de tous les noms d'oiseaux. Ces gens-là sont devenus des gestionnaires du site de la présidence de la République. Mourad Dehna accuse directement le président, il dit non, 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 c'est de faire trop d'honneur à Tebboune, c'est lui-même qui a donné l'instruction. C'est fort possible, un président qui a traité Drarni de Khabarji publiquement, qui a traité un journaliste qui a été incarcéré injustement, il l'a traité de rapporteur, de balance, pour donner le vrai mot qui correspond. Il l'a traité de balance parce qu'il travaille avec les médias français, nous a-t-il dit, alors que ce monsieur est présumé innocent. Il n'a pas encore été jugé. Le président de la République lui-même l'a traité de balance. Donc il est fort possible que ce soit lui-même qui ait publié cette chose. Ce n'est même pas un canular, c'est quelque chose d'odieux dans le site de la présidence. Vous imaginez un peu. Et nous allons recevoir Yahya Bonouar. Merci d'être avec nous. Sahalik Tahfifa. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, Yahya, nous sommes en train de parler de ces dérives, c'est complètement hallucinant. Alors, dans le même temps qu'ils nous disent des choses, ils font d'autres choses qui sont aux antipodes de ce qu'ils nous disent. Mais j'aimerais d'abord vous entendre parler d'une façon générale sur cette question avant de vous poser des questions précises. Tout d'abord, depuis les débuts, on a clairement affaire à des amateurs. Le chef, c'est Tebboune. Donc, imaginez ses collaborateurs. Pour reprendre l'exemple, le collaborateur chargé des pages officielles de la présidence, c'est des Beltagia du net, c'est des Doubab qui étaient utilisés comme auxiliaires de la police politique et qui ont aujourd'hui des fonctions officielles. Mais également le gouvernement, quand vous voyez le profil du ministre du Commerce, qui descend changer les étiquettes et les prix sur les étiquettes, et qui, malgré la crise Corona, va faire des selfies au milieu des marchés, comme si c'était ça le boulot d'un ministre du Commerce. Vous regardez la revue Le Djeish. Normalement, ils font attention. Un article, et justement, parlons-en de la revue Le Djeish, de son dernier article très insultant, qui vraiment est allé chercher dans les caniveaux des termes particulièrement offensants, particulièrement blessants. Même dans le titre, si vous voulez bien me le rappeler, les traîtres de la nation, a-t-il dit. Hein? Oui, les traîtres de il n'a pas dit les traîtres à la nation, il a dit les traîtres de la nation. Hein? C'est un peu comme s'ils étaient nommés par décret. Voilà, ça commence par le titre et tout l'article est une suite d'insultes. Sherbima, sorcier, traître, valet, vaïla. Cherchez dans le dictionnaire toutes les insultes possibles pour les mettre dans un article. Et on continue avec le ministre de la Santé qui va faire un point de presse dans la chambre d'une personne qui vient de décéder. Et puis le lendemain, il annonce lui-même publiquement que pendant l'Aïd, il y aura un confinement général. Donc avec forcément l'accord du Premier ministre et de ce qui est considéré comme chef de l'État. Puis le lendemain, c'est les généraux dans une réunion qui disent il n'y aura pas de confinement. Donc on est vraiment avec des amateurs aussi bien civils que militaires. Il n'y a pas, donc on le sent, il n'y a aucune stratégie, ni politique, encore moins de communication, il n'y a pas d'éléments de langage. C'est au jour le jour, avec beaucoup de ce qui était des Baltagia. Ils n'ont même pas trouvé de quoi faire un gouvernement, donc ils ont mis des gens, voilà le profil du ministre du Commerce.
C'est tout ce qui leur reste. Ils avaient avant, le régime avait avant quelques professionnels, entre guillemets, ils sont en prison, et maintenant, ils n'ont plus que ça. Mais Yahya, il y a des gens qui sont très compétents au sein de ce régime, qui sont très compétents, qui sont très bien formés, qui savent bien parler. Mais le problème qu'on ne comprend pas est que ces gens-là sont en train de s'effacer, de se faire très discrets, ils ne s'expriment plus, ils ne sortent plus. Au même moment où les plus extrémistes, les plus outranciers, on dirait que ça a été fait exprès. Comment expliquer cette absence, cette éclipse des gens relativement les plus compétents, ceux qui savent s'exprimer, pour laisser la place à une telle jungle, j'allais dire, un tel carnaval fait d'Achara? Oui, le drame, c'est que c'est la police politique qui choisit. Et malheureusement, la police politique ne choisit pas sur les critères de compétence. Elle a une lecture binaire. Elle cherche l'allégeance pour les officiers de la police politique. Il n'y a que deux possibilités. Ou vous êtes docile, ou vous êtes hostile. Et donc, s'il n'y a pas une totale allégeance, la totale allégeance, ils vont la trouver chez les médiocres, qui sinon disparaîtraient. Donc, ils n'ont plus que cela à mettre en face. Et c'est pareil au niveau du chef de l'État. Lui-même n'a pas le niveau pour être un chef de l'État. Tout le monde le sait, les Algériens l'appellent le chef de Daïra. Et donc, il va s'entourer de gens qui ont encore moins le niveau que lui. Et voilà, ça donne une déliquescence totale. Mais c'est un signe de la fin. Tous les régimes qui en arrivent à ce niveau-là sont en cours d'effondrement. Ils ont peur du Hirak, ils n'arrivent pas à gérer une crise sanitaire. Voilà, on tourne en rond. Ni stratégie politique, ni stratégie économique, ni stratégie de communication, absolument rien. Des amateurs, des Beltagia, des Dubaï. Mais Yahya, du temps de Bouteflika aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai rappelé tout à l'heure à Mourad Dehna, du temps de Bouteflika aussi, on choisissait des gens très médiocres. Ould Abbas, Ammar Ghoul, Ali Haddad ou Yahya, même Sellal, que certains nous présentent comme un personnage très intelligent. Tout le monde sait, ceux qui le connaissent, qu'il est très très limité. Le régime s'est toujours entouré des plus médiocres, des plus incompétents. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi les médiocres d'aujourd'hui sont-ils beaucoup plus outranciers que ceux du temps de Bouteflika? Parce que les autres avaient au moins de l'expérience. Donc il faisait des bêtises, évidemment. Celle-là, elle était un clown. Mais un clown, on va dire, sympathique par rapport au ministre du Commerce actuel. Yahya faisait des bêtises, le yaourt, et tout. Mais par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est vraiment, ils creusent les fonds de casserole. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour former le gouvernement, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est pareil dans l'appareil militaire. D'ailleurs, celui qui a pondu l'article, le colonel qui a pondu l'article, il est colonel depuis 50 ans, il ne sera jamais général parce que c'est un médiocre. Donc on est rentré dans la médiocratie totale et avec absence, on gère au jour le jour. Vous avez vu pour gérer la crise, un jour il ferme les magasins, le lendemain il les rouvre. Aujourd'hui, tous les magasins ont les rideaux à moitié ouverts et tout le monde laisse faire. Ils confinent pas. Il n'y a jamais eu de confinement. Il y a un couvre-feu à partir de 17h, mais entre 7 et 17h, il n'y a pas de confinement. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, amateurisme total. Et il mène le pays. Ce régime va disparaître. Non, les signes. Oui, mais de quoi tout cela est-il le signe, Yahya? De quoi toutes ces dérives, toutes ces pratiques absolument incompréhensibles, ces dévoiements sont-ils le signe? Est-ce que cela est une annonce claire d'une vraie débâcle de ce régime? Oui, très clairement, le régime est à l'agonie. Malheureusement, c'est une lente agonie. Elle a commencé bien avant février 2019, depuis le 4e mandat. Donc, avec l'agonie du chef de l'État, de Bouteflika, qui lui-même, c'est une très très lente agonie. Et ce régime est à l'agonie. Il est finissant. Il faut espérer qu'il n'entraînera pas tout le pays avec lui. L'Algérie a besoin
très rapidement de changer de régime, de changer de personnel et de passer à autre chose. Il y a dans cette jeunesse un vivier, il y a dans la diaspora, et beaucoup pourraient rentrer au pays, de quoi faire 10, 15, 20 gouvernements de très haut niveau. Donc les ressources existent, sauf qu'elles sont indociles. Elles ne sont... Est-ce qu'on a perdu Yahya? Il me semble. Ah, ça s'est coupé. Ah. Il y a un souci. En tout cas, merci Yahya de nous avoir accompagnés dans cette émission. J'espère vous revoir bientôt. Et nous allons recevoir Abdelwahab Farsaoui. Abdelwahab Farsaoui, dont nous rappelons qu'il a été libéré ce matin. Il avait été condamné en première instance à 1 an de prison. Et hier tard dans la nuit, donc, sa condamnation a été revue à la baisse et condamné à 6 mois de prison, ainsi que Mekki Dawaji, qui avait été condamné à 6 mois en première instance et qui a vu sa peine réduite à une peine de 6 mois avec sursis, Ibrahim Dawaji. Et donc, nous allons d'abord écouter un extrait de Farsaoui avant de recevoir lui-même une déclaration. يعطيكم الصحة للفترة راكم هنايا فريمون راني مسرور باستعادة الحرية تاعي والعودة إلى الأهل تاعي والأصدقاء والعائلة وأنا شخصيا كمناضل كعضو من الحراك كما أنتم الحرية تاعي لن تكتمل دون إطلاق سراح باقي المعتقلين على المستوى الوطني. برافو برافو برافو. لانه كاين مازال مناضلين وراء قضبان السجن وثاني ما لازمش ننساو لازم نبقاو متجندين لاطلاق سراح كل المعتقلين ولكن اطلاق سراح المعتقلين لا يجب ان يطغى على الهدف والهدف الاساسي للحراك وهو تغيير النظام وبناء دوله حقيقيه دوله قانون دوله حق دوله حريات. هذا الهدف مازال ما وصلناش ليه. لازم نبقاو مجندين لازم نبقاو يد في يد. دواجي مكي الدواجي ولا ابراهيم دواجي؟ جميع معتقلي الرأي ان شاء الله الا بخوتنا اللي راهم في السجون من تبسه حتى لتلمسان، عزيز بكاكريه، وليد كشيده، جماعه في غليزان، كريم طابو في القليعه، خوتنا اللي راهم هنا سمير بالعربي وحميطوش، كل معتقلي الرأي. الحريه لكل معتقلي الرأي، الحريه للجزائر، الحريه للعداله الجزائريه، وان شاء الله دوله مدنيه ماشي عسكريه. مطالب الحراك مازال ما تكتملش، لانه لما نشوفوا الناس اللي خرجنا نناضلوا من اجلهم مقابلين في نفس الزنزانات مع الناس اللي داروا الحراك، معناتها مازال الخدمه مازال قدام. فصبرا اهل الحراك ومازال لنا بعد الحجر مازال نقولوا كلمتنا ان شاء الله. Nous n'avons pas réussi à joindre Abdelwahab Farsaoui malheureusement, mais nous allons vous ouvrir le standard pour... nous avons Karim Boutata. Karim Boutata est avec nous. Karim Boutata est avec nous. Allô, bonjour. Bonjour Karim, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça se passe très bien. On vient d'arriver au village natal de Abdelwahab Farsaoui, à Ismaël. Dommage qu'il est sur scène et là, il a pris la parole devant les villageois, devant les gens qui l'ont attendu ici. Ils l'ont accueilli chaleureusement, bien sûr, après 7 mois, 7 mois à la prison de Harrach. Bon, Abdelwahab Farsaoui, il est sorti, bon, il est en bonne forme. Il va très très bien. On est très content de revoir le camarade Farsaoui, président de l'association Harrach. On est très content pour sa famille aujourd'hui qui est très heureuse, qui ont passé des moments très difficiles. Après que vous êtes, Karim, je rappelle que vous êtes vous aussi membre de Harrach, Rassemblement Action Jeunesse. Hein?
Oui, 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 je suis membre de la direction du bureau national de l'association Arage. Oui. Donc, on est venus pour partager ces moments de joie avec la famille d'Abdelwahab Fersaoui, président de l'association. Et c'est des moments de joie, c'est vrai, de voir comme ça sa famille qui a passé des moments difficiles, mais la joie n'est pas complète. Ce qu'ils disent lui aussi, parce qu'il y a d'autres détenus d'opinion et politiques qui sont toujours à la prison, l'encontre de Karim Tabou, Samir Blarbi, Ahmetosh et d'autres. Il y a toujours des arrestations et de la répression. Donc aujourd'hui, même si on est content de cette libération, mais on reste toujours fidèle à l'objectif principal du Hirak, qui est le changement radical du système. Ces arrestations, c'est pour faire peur au peuple algérien, c'est pour faire taire le Hirak, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le peuple algérien qui est déterminé, c'est tout le peuple algérien qui est convaincu des objectifs de la révolution du 22 février. Alors, que pensez-vous de ces arrestations qui continuent donc d'être pratiquées, mais pas seulement? Il y a, nous dit-on, des milliers de convocations à travers tous les commissariats ou dans les villes où il y a eu un Hirak assez fort. Ils convoquent des gens pour les dissuader de reprendre éventuellement le Hirak si demain le confinement est fini. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces convocations, ces intimidations? Bon, ce qui est remarquable, c'est que le système, ils ont passé une vitesse supérieure juste après l'annonce de Hirak de geler ses activités pour faire face à cette pandémie mondiale dangereuse. Donc, le pouvoir, ce qui est très grave, il va se graver dans l'histoire de l'Algérie que ce système, le système réel. Ils ont profité malheureusement de cette pandémie pour faire réprimer toute voix en Algérie. Donc, je pense que cette vague d'arrestations, ces convocations pour des militants de Hirak un peu partout dans les wilayas, ça confirme que ce mouvement est national, parce qu'on a vu des arrestations dans les 48 wilayas, alors que le système, il essaye de véhiculer à travers ces canons médiatiques, ces mouches électroniques, que le mouvement il est toujours dans une région. Ils veulent même isoler une région et de lui faire, ils veulent donner une image qu'il y a une seule région dans le Hirak. Mais ils ont prouvé avec leur arrestation que le Hirak est national. Deuxièmement, ces arrestations, ça veut dire le pouvoir et les peurs aujourd'hui, parce qu'ils savent bien que cette pandémie a dévoilé beaucoup de choses sur le pouvoir, sa mauvaise gestion, sa mauvaise gérance pour cette pandémie. Il y avait même des gens qui ont déjà voté le 12-12. On a vu, il y avait des arrestations des militants, des gens qui ont adhéré au Hirak après les élections de 12-12, malgré ils étaient parmi ceux qui appellent des élections, ceux qui ont voté le 12-12, mais aujourd'hui, ils ont découvert vraiment le mensonge du système. Donc, le système, ils savent bien qu'après ce confinement, après cette pandémie, il va se retrouver face à un Hirak. Je pense qu'il est plus large qu'avant le confinement, parce que c'est tous les Algériens, c'est tout le peuple algérien qui vient aujourd'hui de découvrir beaucoup de mensonges, donc, une mauvaise gestion. Vous pensez, Karim, donc que le Hirak est intact, malgré ce que nous en disent les mouches électroniques, comme vous les appelez, que si demain c'est la fin de la pandémie, le Hirak va reprendre comme il était, ou peut-être encore plus? Oui, c'est clair. D'ailleurs, celui qui suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les Algériens, ils attendent vraiment
enthousiasme le retour de Hirak parce qu'aujourd'hui, c'est tout le peuple algérien qui savent que le Hirak, c'est le seul garant face à cette mafia qui gouverne, qui réprime le peuple de jour à un autre. Donc, c'est tout à fait normal. On a vu même des gens, il y avait même des manifestations nocturnes ces jours-ci, là, en dénonçant les arrestations et les convocations des militants. Donc, le Hirak, j'en suis sûr que le Hirak va revenir en force pour faire chasser la mafia du système. Merci Karim, au plaisir de vous revoir. Notre salutation et notre compliment à nos jeunes amis qui ont été libérés, Mekki Douaji ou Ibrahim Douaji ou Abdelouhab Farsaoui. Merci d'avoir assisté à cette émission. Nous allons ouvrir le standard pour quelques appels. Alors, عندنا عمر من وهران. مرحبا بك سي عمر. صحيح سي جمال. اهلا بك مرحبا. صحة صيامك سي جمال. الله يسلمك وصحة فطوركم صحة رمضانكم. والله صحة رمضانكم وصحة فطورنا ان شاء الله. الله يسلمك. بالخير ان شاء الله. تفضل. يا خويا جمال واش نقول لك حنايا انا سماني نشوف اون اندوس beaucoup de choses sur le nouveau président. C'est-à-dire que leader الاولي اللي راه في الحراج الناس نطيح فيها اللي nouveau c'est-à-dire le nouveau président y compris le staff تاعه. وي. حنا ما شفنا والو زعما ما نجموش نعيبوا فيهم ولا داروا ولا ما داروا صافي 5 موا 5 شهور. وي. 5 موا عيب علينا باش نهضروا فيهم. maintenant نهضروا الحراك إذا فيهم بون بولو. علاش؟ باسكو طير هذوك العصابه اللي كانوا اللي راهم في لا بريزون تاع الحراج ومازال بزاف منهم مرات الوصف تاعهم راهم اونتر لي مان دي زونكيتير. ان شاء الله نتمنى بربي يفوت علينا هذا البرد هذا اللي راه بحول الله وتكون دعوه الخير علينا خاطر عندنا مليون الشهيد اللي توفاو على هذه البلاد. بس انا جو ريفيان توجور سور لو اون اندوس بوكو sur le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et le staff, y compris tous les ministres. هذا بدل والو. بارك الله فيك، سي فوتر افي على كل حال، شكرا. ومعنا جمال من الجزائر، مرحبا بك سي جمال. الو السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام خويا جمال، مرحبا، صحة رمضانك. صحة فطوركم وصحة فطور كاع الاحرار. ورانا فرحانين والله فرحانين كي راهم يطلقوا في خاوتنا بشويه بدينا نشوفوا الضوء وان شاء الله يطلقوا لنا تاع التسعينات ونقولوا للعصابه هذه والله يا تبون غير وجد روح كاين تسونامي تاع غاشي راح يخرج لك مور الكورونا هذه. الحراك والله ما يحبس من 88 احنا في الحراك ماشي من يوم وزدنا في الفاندو والله يا تبون مانا حابسين والله يا العصابه مانا حابسين. صحة فطوركم. نعم وبارك الله فيك سي جمال. معنا محمد من الجزائر، مرحبا بك سي محمد. يا خويا جمال واش راك؟ لاباس خويا محمد، وانت كي راكم؟ واش راكم؟ والله الحمد لله. الحمد لله. صحة فطوركم صحة رمضانكم. عندي واحد اليومين كنت نسمع فيك تقول لهم على اللي قال العصابه. ايه في الجزائر. ايوه. وسمعتهم كيف كانوا يردوا كل واحد كيف يرد على الجيش السلح. ايه انا نقول لهم باللي هذا هو اللي حارب الفاتيكان، حارب الفاتيكان من الجزائر. كاش انا ما عمري ما سمعت جنرال حارب الفاتيكان، غلق الكنائس، شكون غلق الكنائس في العالم؟ درها جنرال في الصومال ودرها جنرال في الجزائر. انا كي شفته غلق الكنائس قلت لولاد عمي قلت لهم هذا الجنرال هذا ما يزيدولوش من فوق الشهر. والله ما زادوا من فوق الشهر. على بالي شكون اللي قدم القايد صالح. قتلوا اصحاب الفاتيكان. على خير. في الامان سي محمد، بارك الله فيك. معنا عمر من الجزائر، مرحبا بك سي عمر. عليكم السلام سي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. صحة رمضانكم. صحة رمضانك خويا، صحة فطورك. كوم توجور انا جي توجور دي بلي كيما نقولوا الكاسكيطه هي اللي تحكم.
مازالها تحكم. الو نسمعوا فيك. قلت لك سي تو لا كاسكات اللي هي جيري dans le mauvais sens كيما يقولوا. اوسي جو تيان كيما نقولوا نترحموا على الطبيبه اللي مات الاخرانيه بلوس لي 4 زونفون تاع بومرتاس، ورانا فرحانين كيما نقولوا بلا ليبراسيون تاع خاوتنا دواجي مع الاخر، و اون اسبير بور طابو اي لي زوتر. وكذلك c'est-à-dire que c'est aberrant de voir j'ai vu dernièrement une vidéo وين يورونا في السود الكادر تاع هذا الجديد هذايا، سي كوم مازالنا في العبوديه في النعامه الكادر كيما في وقت بوتفليقه داير الكادر في وسطهم. C'est-à-dire il nous rappelle les choses qu'on ne devrait pas voir. أنا جاب ربي كانوا الناس يديروها في القرون الوسطى من هنايا. Mais actuellement, on est au XXe siècle quand même. Qui regarde ce qui se passe ailleurs. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. معنا محمد من تيزي وزو. اهلا بك سي محمد. الو. اهلا بك محمد، مرحبا بك. صباح الخير سي بن شنوخ. اهلا بك سي محمد. بن شنوخ. نعم. كنت. نعم تفضل. الو. تفضل سي محمد. صح. je suis très content de la libération de Pressaoui, de Ouedji, où notre contentement il sera encore plus grand qu'il y sans exception, sans exception. Il y a la liste est longue, il y a plus de 180, les mazalhom ou les machiktar. Il y a et les Oudans, Inch'Allah, ils vont revenir chez eux d'abord et revenir renforcer les rangs du Hirak. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut rester unis et ne rien lâcher. Ne rien lâcher, être derrière jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. بارك الله فيك خويا محمد والصحة فطورك. كانت هذه آخر مكالمة. مازال مصطفى من بجايه. مصطفى مرحبا بك سي مصطفى. الله يسلمك يا خويا بن شنوف، واش راك؟ لاباس خويا يبارك فيك، مرحبا بك، صحة رمضانك. تحيه واسمو القناه اغراس تي في ان شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بركه. خويا عمر واسمو بن شنوف، انا بوزي لا كيستيون مشيت بون. وي. مشيت بون يقول واسمو الحرك المبارك. ايه. وحرك المبارك هذا يقولوا له تبون مزور، جابوه العسكر، ما كانش شرعيه والشعب محرر يفهمنا في هذه. وي. سبحان الله العظيم يا خويا بن شنوف، والله العظيم غير حرنا هو بالنسبه ليه سي مصطفى حراك مبارك خاطرش بلا الحراك ما كانوش يجيبوه يتفكروه، هما كانوا رماوه في لابوبال كراس الحراك. قايد صالح تفكروا راح جبدوا من لابوبال وداروه في المراديه. بارك الله فيك. هذيك مبارك سي نورمال كوم واش الحراك كنا صاي غاسدوا لابوبال. والله نفتخروا بكم اخويا. ربي يعيشك خويا مصطفى، يعطيك الصحه وصحه رمضانك وصحه فطورك. هذه اخر مكالمه. ميرسي يا مصعب حمودي، يا اسكندر دباش، يا يحيى بونوار، مراد هنا، notre ami Karim qui nous a appelé de la part de Raj, plutôt que nous avons appelé parce que Frassaoui n'était pas disponible. Merci à nos amis qui viennent de nous appeler اللي عيطونا وكلمونا. بارك الله فيكم خوتي، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ما تنساوش حاجة برك وحدة. هاد الناس درك راهم عادوا خرجوا لها طاي كما نقولوا، عادوا ما يدرقوش. الذباب هذا بكري كانوا يدرقوا يكتبوا في لي ريزو سوسيو دغيغ دي فونون باسامي مستعاره، درك عادوا يظهروا عيناني بوجوههم وباساميهم، وعادوا يكتبوا من لا بريزيدونس لا ريبوبليك، من لان دي سيت دو لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك، يديروا حوايج اللي عجب وغرايب يعني، ومن بعد غدوه كي يشوفوا باللي غلطوا ينحيوهم برك ويكملوا كيما راهم. علاه يديروا كيما هكا؟ يحبوا يفرقونا، يحبوا يديروا الاشاعات يعني في ظهر الناس النزهاء اللي راهم في جنب الشعب نتاعهم واللي راهم واقفين معاه، يحبوا يفرقونا، يحبوا يفرقوا جهه ضد جهه، يديروا لنا في النميمه.
باش يخلقوا فتنه ما بيناتنا، باش نوليو حنا كونتر حنا، باش هما يسلكوا ديفيزي بوغ غينيي. هذه حاجه يعني معروفه من بكري. احنا واش نقولوا نوليو متحدين اكثر من اللي كان، ونوجلوا رواحنا للرجوع للحراك بصفه قويه. وهذه الخطره نزيدوا حاجه زايده على التنظيم والسلميه والفرحه وهذاك لا رونكونتر لي روتروفاي اللي كيف تلاقينا مع بعضنا البعض، نزيدوا لهم حاجه واحده اخرى. هذه الخطره ننظموا رواحنا باش نتكلموا بصوت واحد، وباش نواجهوهم بالرجال اللي احنا عيناهم، الشعب الجزائري اللي عينهم باش يمثلونا، يمثلوا كل الجزائريين ويهضروا باسم كل الجزائريين. ويكون هذاك الوقت النظام ما ينجمش يضرب هذا بهذا، لازم له يهضر مع ممثلين اللي نكونوا احنا وجدناهم باش يهضروا باسمنا. هذه هي، وبقوا على خير بالسلامه.